Le président du Faso et John Jerry Rawlings ont donné le top départ des souscriptions pour la construction du mémorial Thomas Sankara. La campagne de mobilisation des fonds pour cet important projet a été lancée hier soir. Un projet dont la concrétisation est très attendue pour symboliser la vie et l'œuvre du leader de la révolution de 1983 au Burkina Faso. Un forum national sur la sécurité se tiendra du 24 au 26 octobre prochain au Burkina Faso. Ce forum servira de cadre pour identifier les meilleures stratégies pour répondre aux exigences du moment en matière de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme au Burkina Faso. Le ministre d'État Simon Compaoré était face à la presse cet après-midi pour donner des détails sur ce forum. Et puis un autre événement qui se profile à l'horizon, ce sont les assises nationales sur la coopération décentralisée. Ces assises se tiendront du 5 au 7 octobre prochain. Nous en parlerons en détail dans une quinzaine de minutes avec l'invité de ce 20h, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et puis à l'étranger, ce sont 17 personnes qui ont trouvé la mort dans l'épisode sanglant de dimanche dans les zones anglophones du Cameroun. Selon Amnesty International qui a donné ce chiffre, les manifestants indépendantistes ont été tués par les forces de défense et de sécurité camerounaises. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, depuis hier soir, la campagne de souscription pour la réalisation du mémorial à Thomas Sankara est officiellement lancée. Et c'est le président du Faso, en sa qualité de premier citoyen burkinabé, et l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings qui ont donné le top de départ des différentes souscriptions. La cérémonie a également été une occasion pour revenir sur un pan de l'histoire du président Thomas Sankara, leader de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Urbain Benito Sommet, Ismaël Diloma, Sirima. Le citoyen burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et le président John Jerry Rawlings sont les premiers souscripteurs officiels de la campagne de construction du mémorial Thomas Sankara. Je pense qu'il était quand même important que nous puissions reconnaître au père de la révolution qui a été un symbole de combativité, un symbole également qui a développé des valeurs dans ce pays, pour pouvoir être reconnu et que sa mémoire puisse transgresser les âges, le pays et les nations. La cérémonie de lancement a été principalement marquée par deux discours. Celui de John Jerry Rawlings qui a fait un cours d'histoire pour rappeler un pan de l'œuvre du capitaine Thomas Sankara. Avant lui, le colonel-major Bernard Sanou, à la retraite, a présenté les comités chargés de mener à bien le projet. Il s'agit du comité justice et jeunesse, du comité d'honneur qui sera composé du président Rawlings et d'autres personnalités. Ensuite, nous avons le comité d'orientation que nous composons en ce moment, c'est nous qui travaillons le plus en ce moment. On a un comité exécutif qui va vraiment asseoir, de faire le travail de base. Le colonel-major Bernard Sanou a également invité l'ensemble des Burkinabés à souscrire massivement. Les souscriptions ad vitam aeternam. C'est-à-dire pour nous, les souscriptions ne vont pas s'arrêter parce que nous aurons réalisé un mémorial ici. Parce que le mémorial là sera un ensemble. Et à Ouagadougou, par exemple, et à Tema, Boquin, le village natal du président, et à Gawa, où il a fait son ensemble, à Pau, c'est lui qui est le créateur du Centre national d'entraînement commandé, et plein d'endroits où il a vécu et puis il a laissé des traces. En marge de cette campagne de souscription, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a demandé au président Kaboré de consulter ses pairs pour abandonner la monnaie coloniale. Et le choix du 2 octobre pour lancer cette campagne n'est pas fortuit. C'est le 2 octobre 1983 que le président Thomas Sankara a prononcé le discours d'orientation politique. Ce discours avait été auparavant rédigé par le défunt Valère Soumé. Et pour lui rendre hommage, les militants du parti La Convergence pour la démocratie ont organisé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assorba. Après un moment de deuil et d'introspection, les militants et sympathisants du parti La Convergence pour la démocratie sociale CDS sonnent leur retour. Une première sortie depuis la disparition de leur défunt président, Dr Dieudonné Valère Soumé. Une sortie pour lui rendre un hommage à l'occasion de la commémoration de la date anniversaire du 2 octobre. Le 2 octobre est très important pour notre parti, dans la mesure où c'est la date commémorative
de la livraison du discours d'orientation politique, dont vous savez certainement qu'il a été, pour une large part, l'œuvre du défunt président de la CDS, j'ai nommé le docteur Valère Dieudonné Sommi. La CDS estime que c'est le meilleur hommage qu'elle puisse lui rendre en cette date anniversaire du discours d'orientation politique. Nous pouvons toujours y puiser des éléments édifiants. D'abord, pour faire l'analyse de la situation politique actuelle du Burkina sous le prisme de certains angles d'analyse, notamment nourris à travers une certaine culture idéologique. C'est l'incivisme ambiant et galopant, c'est le défi de l'autorité de l'État, c'est la parole libre débridée, etc. Et pour faire face à ces maux qui minent le pays, la CDS suggère un bon encadrement de la jeunesse à travers une éducation rigoureuse. Elle invite par ailleurs les uns et les autres à lire ou à relire ce discours. À la primature, le chef du gouvernement a reçu ce matin le groupe des partenaires techniques et financiers pour la protection sociale. La délégation est allée s'enquérir de l'état d'avancement des politiques du gouvernement burkinabé en matière de protection sociale. Et c'est la représentante résidente de l'UNICEF qui a conduit la délégation chez le Premier ministre. On fait le point des échanges avec Gérard Sommet et Omar Zandri. Au Premier ministère, cette délégation représentant le pool des partenaires techniques et financiers pour la protection sociale est venue faire le point des avancées sur la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Une politique qui vise à soulager les personnes vulnérables. Certaines personnes sont quelquefois à l'extrême limite d'une pauvreté, d'un statut de pauvreté extrême, et il suffit d'une sécheresse, il suffit d'une inondation, il suffit de la maladie d'un enfant quelquefois pour retomber dans un statut d'extrême pauvreté. Donc la protection sociale, c'est à ça qu'elle sert, c'est à aider les gens à se sortir de l'extrême pauvreté. La politique nationale de protection sociale a été adoptée en 2012 et couvre la période 2013-2022. Dans le cadre de son implémentation, plusieurs activités ont été prévues. Plusieurs activités sont en cours, comme la mise en place d'un registre unique des personnes vulnérables qui bénéficieront donc de la protection sociale, comme également la mise en place d'un fonds national de protection sociale. La mise en œuvre de ces activités va connaître une accélération dans les jours à venir, selon Anne Vincent, chef de file du groupe des partenaires techniques et financiers pour la protection sociale. Elle a aussi réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé. Et hier, le Premier ministre recevait le rapport 2016 de l'autorité de régulation de la commande publique. Après cela, et conformément à ses missions, l'ARCOP a procédé ce 3 octobre à la publication officielle de son rapport. L'institution a mené des activités d'orientation, de supervision et de règlement de litiges. Et son rapport révèle des insuffisances dans les processus de passation des marchés publics. Plus de précisions avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. L'autorité de régulation de la commande publique présente son rapport d'activité 2016 à la presse. Conformément à ses missions, elle a participé à la définition des politiques, mené des activités de formation et de sensibilisation et procédé à l'audit et à l'évaluation du système de passation des marchés publics. L'ARCOP a contribué à la formation de plus de 1200 acteurs de la commande publique. 600 et quelques décisions ont été rendues en matière de plainte et d'autres types d'actes, notamment des procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation, ont été rendus en matière donc, de demande donc, de conciliation. L'ORD a suspendu de la commande publique pour des durées qui varient de 1 à 3 ans, 23 entreprises pour plusieurs raisons, soit pour falsification de documents administratifs, soit pour tentative donc, de corruption, soit pour j'allais dire production donc des documents non authentiques. L'évaluation a permis de relever des insuffisances dans la chaîne de passation des marchés publics. La DGCMF prend plus de temps pour réagir sur les DAC, les dossiers d'appel à concurrence donc, et les DMP PRM ne font pas diligence dans le traitement des dossiers rejetés. L'autorité contre-attaque, la DGCMF et l'autorité d'approbation ne font pas diligence
dans le processus de conclusion du contrat. Dans l'exécution de ces missions, l'ARCOP a rencontré des contraintes, notamment la résurgence de soupçons de fraude et de corruption dans la commande publique et la non-opérationnalisation de la redevance de régulation. Pour pallier ces difficultés, elle préconise une meilleure cohérence des textes et le renforcement des capacités des acteurs sur les nouveaux textes. L'autorité de régulation de la commande publique réitère certaines recommandations des rapports précédents et qui sont toujours d'actualité. La lutte contre la fraude et le faux dans les marchés publics et la mise en œuvre diligente de la stratégie nationale de renforcement des capacités. Et puis cette information avant de poursuivre, hier aux environs de 16 h, une explosion s'est produite dans une soute à munitions du camp Ouizen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Dans un communiqué, l'état-major général des armées précise que cette explosion est survenue au cours d'une inspection des installations par des responsables des forces armées. Et face aux difficultés pour ouvrir la porte blindée, il a fait appel à des techniciens et c'est au cours de l'intervention de ces derniers que l'explosion a eu lieu, tuant l'un d'entre eux et blessant grièvement un autre. Voilà qui nous amène à autre point de l'actualité. Du 24 au 26 octobre prochain, Ouagadougou va abriter un forum national sur la sécurité. Ce sera un cadre pour identifier les nouvelles stratégies en vue de répondre avec plus d'efficacité au terrorisme et au grand banditisme. Le chef de l'État lui-même va présider ce forum sur la sécurité qui connaîtra également la participation des experts d'ici et d'ailleurs. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a animé une conférence de presse cet après-midi pour donner les grandes lignes de ce forum. Issa Kafando et Zalissa Sanfo. Le ministre de la Sécurité, dans un face-à-face avec les journalistes. Au menu de cette conférence de presse, les tenants et les aboutissants du Forum national sur la sécurité qui se tiendra à Ouagadougou du 24 au 26 octobre 2017. Un forum national pour diagnostiquer le système sécuritaire au Burkina Faso qui, selon le ministre, ne répond plus aux exigences de l'heure. Il s'agit donc, au cours de ce forum, d'élaborer une nouvelle stratégie qui intègre la nouvelle donne du terrorisme. Et Simon Compaoré de rassurer, ce forum national ne sera pas une rencontre de plus arrangée dans les tiroirs. Ce forum, ça ne sera pas un forum de plus. Sinon, autant sauver la mise, c'est cette centaine de millions qu'on met dedans, autant prendre cet argent-là pour faire autre chose, si c'est pour ranger les conclusions de ce forum-là. Loin s'en faut. C'est pourquoi l'Union européenne s'est préparée déjà pour nous accompagner, pour qu'on ait l'écriture, jusqu'à l'écriture de la nouvelle politique sécuritaire au Burkina. Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso. La nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité. C'est sous ce thème que les débats vont se mener. Ce forum, qui sera présidé par le président du Faso, va mobiliser environ 500 personnes pour un coût estimatif de 150 millions de francs CFA. Et dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les conducteurs de taxis sont désormais appelés à jouer leur partition. Ils ont suivi une formation sur le sujet à l'initiative de la Fédération nationale des syndicats des taximens. La formation a également porté sur les stratégies de réduction des accidents de la circulation au Burkina Faso. Le reportage de Amadou Ilboudo et Zoubavier David Adabiri. Le temps d'une journée, ces taximens abandonnent leur véhicule pour l'école de la sécurité routière. Ils reçoivent ici un cours magistral sur les causes des accidents de la route. Les mauvais dépassements, les excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores sont entre autres les causes de ces désagréments qui occasionnent bien des fois des pertes en vies humaines. D'où le rappel du code de la route à ces professionnels. Cette formation est initiée par la Fédération des syndicats de taximens du Burkina Faso. Et ce matin, nous sommes très contents parce que la police a accepté pour venir former nos camarades taximans. Et on a appelé tous les responsables de cellules de base de venir assister à cette formation pour pouvoir sortir, diffuser dans les cellules de base là, pour montrer comment les taximans doivent se comporter. Situation sécuritaire oblige. Les formateurs sollicitent la contribution des taximens
dans la lutte contre le terrorisme. Ils transportent des personnes, ils transportent des marchandises, ils amènent les personnes à des adresses bien définies, ils amènent le matériel à des endroits bien définis et nous pensons que les taximens, les acteurs du transport ont un rôle important à jouer dans la prévention. La Fédération syndicale des taximens compte étendre cette formation à ses membres des autres villes du Burkina Faso. Une manière pour elle d'apporter sa contribution non seulement à la réduction des accidents de la route, mais aussi à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, du 5 au 7 octobre prochain se tiendront à Ouagadougou des assises nationales de la coopération décentralisée. Et pour en parler, nous recevons le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Simeon Sawargo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, on sait que c'est une première au Burkina Faso. Pourquoi avoir initié des assises nationales sur la coopération décentralisée? Merci donc de nous donner l'occasion d'intervenir sur ces assises nationales de la coopération décentralisée qui sont très importantes pour le Burkina Faso et pour les collectivités territoriales du Burkina Faso. Nous avons voulu donc à travers ces assises, comme vous le dites, qui se tiendront donc du 5 au 7 octobre 2017, pour faire le point dans un premier temps sur la coopération décentralisée que le Burkina Faso entretient, c'est-à-dire entre les collectivités territoriales du Burkina Faso et les régions du nord et même du sud. Deuxièmement, il y a un élément très important. Nous avons connu une période de transition, donc le processus de décentralisation s'était arrêté. Nous avons besoin de rassurer les uns et les autres que notre processus de décentralisation se poursuit bien et participe au renforcement de la démocratie dans ce pays-là. Le troisième élément, c'est que nous avons besoin également de travailler pour que la coopération décentralisée appuie les collectivités territoriales afin que le programme du président Roch-Marc Christian Kabore puisse effectivement être exécuté à travers le plan national de développement économique et social qui est le référentiel au niveau national. Donc c'est très important ces assises-là parce que c'est la première fois que cela se passe en Afrique, qu'il y ait des assises nationales de la coopération décentralisée qui va s'élargir à l'ensemble donc des pays qui peuvent venir du nord, qui peuvent venir du sud également et des hautes personnalités du monde de la décentralisation. Alors, et quelle est la thématique qui sera abordée au cours de ces assises-là? Alors, donc, au cours de ces assises, nous allons, le thème central, c'est la coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales. Vous savez, il y a eu un élément très important. La coopération décentralisée participe du développement à la base à travers un certain nombre d'actions. C'est ce qui peuvent se rappeler. Se rappelle les écoles qui ont été construites par le comité de jumelage, les collèges qui ont été construits, les forages, etc. Bien d'autres activités économiques ou sociales qui ont été menées. Si vous prenez le point de l'ensemble de ces activités, cela se chiffre à des milliards que la coopération décentralisée injecte et participe au développement de notre pays. Alors, vous l'avez un peu évoqué, qui est attendu donc à ces assises nationales-là? Alors, ceux qui sont attendus, nous attendons de façon globale environ 7000 personnes, composées essentiellement de tous les maires du Burkina Faso, de tous les présidents des conseils régionaux du Burkina Faso, des présidents des commissions qui s'occupent des affaires sociales et culturelles du Burkina Faso, les présidents des comités de jumelage, des ONG, des associations et des responsables de l'État en charge donc des collectivités territoriales et bien entendu des partenaires techniques et financiers qui agissent donc dans le domaine de la coopération décentralisée. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle donc que nous recevions le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Simeon Sawargo, qui est venu parler des assises nationales sur la coopération décentralisée, des assises qui se tiendront du 5 au 7 octobre prochain à Ouagadougou. Dans la suite de ce journal, elle s'était illustrée négativement lors des derniers examens scolaires en faisant 0% au certificat d'études primaires. L'école Mahon B dans le Kénédougou veut tourner la page de cette contre-performance. La nouvelle équipe pédagogique promet de bons résultats scolaires cette année à l'école Mahon B. En tout cas, les élèves, eux, ont bien effectué leur entrée hier 2 octobre. Hassan Gourabou et Moussa Sano. École primaire publique de Mahon B.
Les élèves et les enseignants retrouvent leur cadre de travail. Ce lundi 2 octobre, c'est la rentrée des classes. À l'école Mahon B, c'est aussi la cérémonie de passation des services entre directeurs sortants et entrants. Ce qu'on peut souhaiter, c'est une bonne année scolaire 2017-2018. Et nous souhaitons que nos partenaires, les autorités, puissent aider le directeur entrant à pouvoir bien travailler afin que les résultats soient bons. Justement, l'année dernière, les résultats n'avaient pas été bons. L'école Mahon B s'était illustrée négativement avec un taux de succès de 0% au CEP, les certificats d'études primaires. Et les candidats malheureux, les voici de retour dans leur classe. On sait que l'école Mahon B était sous les projecteurs et nous venons une équipe renouvelée à près de 90%. Nous venons vraiment pour relever les défis. Pour y parvenir, nous allons demander le concours des parents et de l'autorité et même nous-mêmes les enseignants, nous allons jouer notre partition. Et pour aider les enseignants mais aussi les élèves à réussir la nouvelle année scolaire, les parents sont là en ces premiers jours de la rentrée des classes à l'école Mahon B. Des parents bien conscients du rôle qui est désormais le leur. Cette année, nous voulons de bons résultats pour faire plaisir à tout le monde. Pour cela, nous, les parents et les enseignants, nous devons ensemble nous donner la main. Nous invitons tous les parents à ne pas confier trop de tâches domestiques aux enfants après leur retour de l'école. Nous devons plutôt les appeler à réviser les leçons. Outre les parents, les autorités sont aussi présentes en ce premier jour de la rentrée des classes à l'école Mahon B. Un choix qui n'est pas dû au hasard. Nous avons décidé donc de faire le tour des écoles de la province et nous avons ciblé Mahon. Et c'est pour vraiment encourager les enseignants, encourager les élèves afin que les résultats de cette année soient meilleurs aux résultats de l'année passée. Un défi qui passe ici à l'école primaire publique Mahon B par la mise à disposition des élèves et enseignants de bonnes conditions de vie et de travail. Et sur cette question, les autorités sont déjà prévenues. C'est un sentiment de satisfaction au département des mines et des carrières après la tenue de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. La SAMAO a connu la participation de plusieurs professionnels des mines venus de divers horizons. Ils ont mené la réflexion sur l'insertion des secteurs miniers dans les économies des pays africains. La rencontre bilan a servi de cadre pour annoncer la réouverture officielle des mines artisanales au Burkina Faso. Salifou Belem et Vincent Tchedrebego. Suspendu en juin-juillet pour des contraintes saisonnières et sécuritaires, le ministre des Mines et des Carrières lance la réouverture des sites miniers artisanaux à compter du 1er octobre. En ouvrant la voie à la ruée vers l'or, le ministre rappelle que ce ne sera pas à n'importe quel prix. La première valeur, c'est celle des processus de production qui minimisent les risques d'éboulement et d'accidents divers. La deuxième, la proscription de l'usage des produits chimiques prohibés ainsi que des explosifs. La troisième, c'est l'interdiction du travail des enfants. Et enfin, quatrièmement, la lutte contre la fraude. On en vient au bilan de la SAMAO. Satisfaction pour le ministre des Mines au regard de la participation. 1500 participants venus de tous les continents, sauf l'Asie. Les travaux ont abouti à des conclusions pertinentes pour une meilleure insertion du secteur minier aux économies africaines. La première conclusion sur laquelle j'allais dire on s'est entendu, c'est la nécessité d'investissement massif dans la formation. La deuxième conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est la question de la stratégie de promotion de la fourniture locale des biens et services miniers. Nous avons convenu également que nous devons travailler à l'appui au développement local. Il faut également orienter une partie des ressources vers le financement des activités génératrices de revenus. Avec un budget prévisionnel de 275 millions de francs CFA, la SAMAO 2017 a été essentiellement financée par la Banque mondiale et les sociétés minières.
Et pendant que la SAMAO s'achève avec un bilan satisfaisant, le ton commence à monter au sein des travailleurs de la Société des mines Belaourou. Ils sont en chômage technique depuis 5 mois. Ne percevant plus de salaire, ces travailleurs crient à la violation de leurs droits et attendent une solution dans les meilleurs délais. Ils ont pris l'opinion publique à témoin à travers une conférence de presse tenue ce matin même à Ouagadougou. Plus de précisions avec Rasmani Zundi et Vincent Tchendrepego. Organisé en comité de crise, les travailleurs de SMB Inata interpellent qui de droit, les responsables de la mine notamment, sur leur situation. Mis en chômage technique, ils ont passé 5 mois sans salaire, avec suspension de leur assurance. Et la situation devient de plus en plus insupportable pour eux. On a des arriérés de salaire de 5 mois. Ça veut dire qu'on n'a rien perçu depuis que nous sommes en chômage technique. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été vraiment respecté. Parce que la loi au Burkina ne prévoit pas qu'on mette quelqu'un au chômage technique sans mesure d'accompagnement. Ils sont allés même couper notre assurance santé. Ça veut dire que présentement, nous sommes en chômage, on ne bénéficie pas de salaire et on ne bénéficie pas de l'assurance santé, de protection sociale. Dans 1 mois, le chômage technique prendra fin. Nous sommes très inquiets de la situation sociale des travailleurs de SMB. Parce qu'à l'issue des 6 mois de chômage technique, soit ils sont licenciés par l'employeur ou bien ils sont automatiquement repris. Mais à l'allure où vont les choses actuellement, nous ne voyons pas les choses, en tout cas des meilleures à venir. Selon les informations, SMB Inata connaît des difficultés financières depuis quelque temps et cumule des dettes de l'ordre de 35 milliards de francs CFA qui ont conduit à l'arrêt de ses activités. Immédiatement après cette conférence, les travailleurs devaient être reçus par le ministre des Mines et des Carrières, question d'entamer des négociations pour une sortie de crise. Actualité à l'étranger, au Cameroun, on dénombre plusieurs morts après l'épisode sanglant de dimanche dans les régions anglophones. Le bilan fait par Amnesty International fait état de 17 morts, 17 personnes tuées par les forces de sécurité camerounaises. Les manifestations indépendantistes anglophones se sont notamment déroulées dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Ouverte il y a près d'1 an, la crise anglophone au Cameroun a connu son épisode le plus sanglant dimanche. Selon Amnesty International, ce ne sont pas 4 personnes qui ont été tuées, mais 17 au moins par les forces de sécurité camerounaises dans plusieurs villes des régions anglophones. Il y a 2 jours, les régions du sud-ouest et du nord-ouest déclaraient symboliquement leur indépendance. Sissoko Ayouk se désignait comme président du nouvel État appelé Ambazonie. Dans la foulée, les séparatistes anglophones tentaient de manifester, mais le pouvoir central avait envoyé d'importantes forces de sécurité. Le président camerounais Paul Biya, qui avait immédiatement condamné ces actes de violence d'où qu'ils viennent et quels qu'en soient les auteurs, appelle au dialogue. Pour certains analystes, il a totalement perdu le contrôle. Les tensions actuelles ont commencé il y a près d'1 an, donc en novembre 2016, après les revendications des enseignants déplorant la nomination de francophones dans les régions anglophones ou de juristes déplorant la suprématie du droit romain au détriment de la common law anglo-saxonne. Et ces tensions dans les régions anglophones du Cameroun sont commentées dans la presse écrite burkinabé. Les journaux, dans leur parution de ce 3 octobre, rendent également compte de la campagne de souscription pour le mémorial à Thomas Sankara. La revue de presse est avec Aimé Solange à Djigma. À vos bourses, la souscription pour le mémorial Thomas Sankara est lancée, titre l'Observateur Palga. Le top de départ a été donné hier par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, précise le quotidien. Près d'1 million de francs CFA déjà mobilisés par des Nigériens soulignent le pays pour préserver les valeurs que prônait l'homme du peuple, indique l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings dans Sidwaya, à savoir les valeurs d'intégrité, de moralité et de justice, sans oublier le courage dont a fait preuve le peuple burkinabé pour chasser Blaise Compaoré, renchérit-il dans Aujourd'hui au Faso. Lequel journal pense qu'il est de bonne loi d'immortaliser Thomas Sankara, mais il manque la justice pour que le puzzle soit complet. Ce journal indique par ailleurs une nouvelle attaque contre la brigade de gendarmerie à Nassumbu dans le Sahel par des individus armés non identifiés dans la nuit du 1er au 2 octobre 2017. Le bâtiment totalement détruit, précise le quotidien, qui rappelle que la dernière attaque intervenue le 27 septembre dernier à Diguel avait tué 2 gendarmes. Il repose désormais ce lundi 2 octobre au cimetière municipal de Goungé, souligne ce journal. Également, il repose, indique le pays,
pays, le journaliste engagé Justin Koulibaly, un combattant intrépide, mort des suites de maladies. Au Cameroun, au moins 15 personnes ont été tuées au moment où l'opposition fait état d'une trentaine dans les manifestations indépendantistes, indique Sidouaya. Encore un Bloody Sunday à Bamanda, lance l'observateur Palga, qui estime que le locataire du palais d'Etoudi, qui n'y est pas allé au dos du canon, gagnerait à sortir de sa torpeur légendaire pour prendre toute la mesure du drame avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.